Bonjour et bienvenue pour cette mise au point HS que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Voilà, ça fait quelque temps dans mes Disney Fields que je parle de films que j'aime bien maximum. Hein. Donc ça fait un moment que j'ai pas parlé de films que j'adore vraiment avec les films que je me suis prévus dans un futur proche, ça n'arrivera pas avant un certain temps. Et c'est pour ça que j'aimerais euh, prendre un petit peu de temps pour parler de films que j'aime très sincèrement, que j'adore, que ce n'est pas simplement bien, comme je ne sais pas, le livre de la jungle. J'aime bien ce film, vraiment, je prends plaisir à le voir, mais c'est pas non plus un de ces films qui sont cultes pour moi, que je me reverrai souvent ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, j'aime Disney, mais j'aime un petit peu les dessins animés en règle générale, sans en être aussi fan que certains. Hein, je vous préviens tout de suite, j'ai pas vu tous les dessins animés qui existent. Et je me suis dit, tiens, étant donné que c'est pas un truc que j'aurai l'occasion de traiter en détail, en tout cas pas dans l'immédiat, si je parlais des films animés dont Disney que j'aime, parce qu'il y en a une bonne pelletée de ça, et j'ai envie d'être très positif dans une vidéo pour changer, parce que ça fait un moment que je ne le suis plus, j'aime bien être négatif. Ça me dérange pas une seconde, hein, ça me fait plaisir de râler, hein, j'adore râler, mais de temps en temps c'est bien de se détendre en se disant ah j'aime ça. Vraiment, très sincèrement, j'aime ça. Et c'est ce que je compte faire. Avant de commencer, j'aimerais préciser donc deux points. Le premier, j'en ai déjà parlé, je n'ai pas vu tous les films existants. Je suis sûr qu'il y a certains films qui sont considérés comme cultes, comme certains en termes de films animés, que je n'ai pas vu ou que j'ai vu il y a longtemps et qui m'ont pas marqué ou un truc comme ça. Et voilà, désolé, je fais ça par rapport à ma connaissance et ma connaissance des films animés, elle est restreinte. Voilà, j'ai vu pas mal de films animés. Hein, il va y avoir la plupart des DreamWorks. Il y a les films Disney Comics que j'ai vus en version animée. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de films tirés de séries aussi. Il y a des films tirés d'animés japonais. Il y a des films japonais aussi. J'en ai vu pas mal, et d'autres studios autres que DreamWorks aussi, majoritairement Warner Bros. Le gros studio quand même dont j'ai vu les dessins animés c'est Warner Bros et DreamWorks. Si on prend bien entendu les films américains, j'ai vu aussi des films français animés, rassurez-vous, il y en a dans cette liste. Mais voilà, il y a certains films que vous verrez pas, et je vous le dis tout de suite, vous ne verrez pas les films Ghibli. Voilà, ou Ghibli, je sais jamais si on dit G ou que. Mais ouais, les films Ghibli, c'est pas que je les ai pas vus, c'est qu'ils m'ont pas marqué autant que les autres. Les gens adorent ces films, disent que c'est le grand art du cinéma. Moi, j'ai toujours cette espèce d'impression, devant la plupart de ces films-là, que c'est pas mauvais une seule seconde, hein, nous sommes d'accord, c'est des films bien, mais qui raconte pas une histoire sensationnelle sur le principe et, et que ça délaisse souvent une narration efficace au profit de l'ambiance visuelle. C'est un peu ce que je ressens avec les films Ghibli. Et comme j'ai déjà dit, moi je suis plus dans l'histoire et les personnages que dans l'illustration par rapport au film. Et on sent qu'ils mettent le paquet dans l'illustration et ouais, à côté de ça, je trouve que l'histoire et les personnages, c'est bien, sans plus. Et c'est pour ça que, ouais, il y a aucun film Ghibli qui m'a... et que j'ai trouvé extraordinairement marquant au point de le considérer comme un des plus grands films animés que j'ai vus. Voilà, toutes mes excuses pour les fans de Ghibli, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce dont je vous fais part là. Cela étant, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. On va se lancer tout de suite dans la liste. C'est parti pour mon top 15 des meilleurs films animés non Disney personnels. Numéro 15, Horton. Je déconne pas. D'ailleurs, attendez-vous à avoir quelques autres surprises dans cette liste des films auxquels peu de gens penseraient en réfléchissant à leur top 15 des meilleurs films, mais c'est mon top 15, donc merde, je fais ce que je veux, mais j'adore ce film. J'adore le personnage d'Horton, j'adore la dynamique entre les différents personnages. Alors on pourrait reprendre le fait que ça part un peu dans tous les sens, que ça essaye tel truc, un peu tel autre truc. Je pense que c'est un petit peu... que ça aide un petit peu en cette espèce d'ambiance que veut créer le film, c'est-à-dire
de grande diversité que le film veut se créer. Et pour moi, sincèrement, je trouve que c'est efficace. Dans d'autres films, ce genre de choses passerait très mal, mais je trouve que ça passe très efficacement avec ces personnages et cette configuration-là. Parce qu'on oui, on a quand même quelque chose qui mélange deux univers qui sont pas très logiques. On a des animaux de la jungle qui sont normaux, mais qui considèrent que la jungle est un endroit où il ne faut pas être sauvage. Et il y a une histoire de ville sur un petit grain de poussière qui vit un peu comme nous, mais avec des trucs un peu différents. Je veux dire, c'est très space comme univers que vous créez. Et je trouve que pour un univers aussi space, mélanger les genres, partir sur plusieurs trucs, ben ça passe très bien. Après bon, hein, je vais pas non plus dire que tout est génial là-dedans. Le passage de parodie d'animé japonais était limite un jeu un petit peu trop expérimental, un peu trop forcé pour moi. Et je sais qu'il y a 2-3 personnages qui sont bof aussi sur le principe, mais ouais, j'adore cette espèce de délire, d'ambiance, et je trouve qu'en aucune façon ça ternit le message qu'il ne faut pas toujours se fier à notre première impression, à croire ce qu'on voit là-dedans. Hein, faut pas être complètement ultra sceptique. Alors il y a pas mal de gens qui pourraient voir le message de ce film comme un message anti-athée, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai perçu. Pour moi c'est juste, faut pas être ultra sceptique et essayer quand même d'envisager certaines choses. Voilà, pour moi c'est quelque chose que fait la science. Hein. Donc ça va la science essaye de partir sur des choses, d'envisager des choses qui à première vue ne sont pas logiques. C'est-à-dire, il faut croire ce qu'on voit, les choses minuscules n'existent pas, tout ça, ben, la science a démontré que non, alors que dans les époques très reculées, c'était pas le cas. Pour moi, ça affiche ce genre de message que j'aime bien. Et donc, ouais, j'aime beaucoup le message, les personnages sont très drôles, des moments assez prenants, j'aime beaucoup ce film. Numéro 14, You Name, un film assez récent, que j'ai découvert, que j'ai bien aimé, la relation entre ces deux personnages qui échangent de corps de façon assez magique sans qu'on explique pourquoi, sans qu'on comprenne pourquoi. Ben, j'ai trouvé que ça amenait pas mal de dynamique très forte et un lien très, très particulier qui finit par se créer entre eux, avec le petit rebondissement en milieu de film qui est très palpitant, très, très intéressant, et cette espèce, et ce jusqu'où est prêt à aller un de nos personnages principaux pour arriver à secourir l'autre personnage. J'ai trouvé que c'était très fort. J'ai trouvé que c'était très fort, que ça amenait des moments très, très, très prenants, comme je l'ai dit, très, très poignants. C'est ce genre d'animé qui arrive très bien à mélanger l'humour et le drame. Et l'action aussi, l'action un petit peu, c'est très bon sur ce principe-là. Seule chose que j'aurais à redire, c'est en termes de cohérence, par rapport à la révélation de mi-film, j'ai trouvé que c'était... que si les deux personnages avaient fait un tout petit peu gaffe, ça aurait... Ils se seraient rendus compte, quoi. Et ça essaye de justifier ça un petit peu, avec le principe du titre que j'ai trouvé légèrement moyen. Mais ouais, quoi, c'est le petit détail qui essaye de justifier comment tout doit tenir en place, qui me gêne un petit peu. En dehors de ça, j'ai vraiment pris mon pied devant ça. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, ce lien entre ces deux personnages de bout en bout. Ensuite, en numéro 13, South Park, une comédie déjantée que j'adore. South Park, comme je l'ai dit, à certains moments, ça peut varier entre le débile bien lourd et le subversif très intelligent, que ouais, j'arrive pas vraiment à considérer cette série comme étant extraordinaire sur le principe, parce que voilà quoi, il y a la moitié de merde qui joue avec la moitié sublime, quoi. C'est ça le problème. Mais là, ce film, ça reprend tout ce qu'il y a dans la partie sublime de la série, c'est-à-dire le côté subversif très bien, qui fait passer un message en allant à l'encontre des codes, des espèces de visions morales qu'on a de base, qui sont pas forcément les meilleurs à avoir. Il y a de très bons moments d'humour super bien sentis. C'est une comédie musicale, les chansons sont rythmées, très drôles par moments. On retrouve nos personnages principaux au meilleur de leur forme. C'est une très belle ode à la série
qui magnifie très bien ce qu'elle représente de mieux. Numéro 12, Tout en haut du monde. On pourrait voir ça comme la saga autour d'une fille qui essaye de se rebeller un petit peu contre la vision de son époque. Voilà, et qui subira des tonnes d'épreuves pour ça. Et sur le principe, je trouve que le personnage principal incarne parfaitement ça. Voilà, au début, elle qui veut rechercher son grand-père perdu et qui doit un peu prendre le problème en main elle-même. Et sur le tas, elle doit apprendre à se raffermir, à connaître d'autres gens et à créer des liens. J'ai trouvé ça très bon. C'est une très très bonne histoire autour de l'évolution d'un personnage pris dans un but. Hein, c'est une très très bonne histoire autour de l'évolution d'un personnage pris dans un but noble et qui va aller envers et contre tout. Et j'ai beaucoup aimé ça. Les personnes qu'elle rencontre dans son voyage en deuxième moitié de film sont très intéressants aussi. Ça forme tout un équipage très, très sympathique à découvrir avec différentes personnalités qui sont plutôt bien gérées. Si j'avais deux choses à reprocher à ce film, ce serait d'une part l'animation qui est très, très juste. On sent qu'ils avaient un budget limité. C'est très dommage parce qu'avec un meilleur budget, ça aurait pu mieux passer. Et la fin qui va trop vite. La fin va beaucoup trop vite, c'est un peu dommage, ça aussi. Ça m'a un petit peu gâché le plaisir. Mais en dehors de ça, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, grâce en grande partie à son personnage principal. Numéro 11, Les Croods. Là non plus, je déconne pas, les gens ont tendance à mettre ce film dans le panier du bas de DreamWorks. Pour moi, c'est un des meilleurs films DreamWorks. Je le pense sincèrement. Je peux comprendre aisément qu'on puisse ne pas accrocher à certains gags un peu moyens. Certains persos sont plats, mais ce ne sont pas les persos principaux. Pour moi, les persos les plus importants, c'est clairement le père, joué par Nicolas Cage à la base. Il y a sa fille, qui est aussi très intéressante, et le garçon qu'il rencontre, et toute l'intrigue autour d'eux représente un petit peu l'évolution, en fait, le désir d'évolution, de passer à autre chose, à une nouvelle ère, en fait. Et je trouve que c'était plutôt bien illustré à de nombreux moments, surtout par rapport au personnage du père, que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, le personnage du père peut avoir quelques moments un petit peu gaguesques, mais je trouve que dans le principe, il passe très bien comme cette personne qui ne veut pas passer à autre chose, qui veut vraiment rester sur ses gardes, surtout après ce qu'il a connu, parce qu'il a vraiment connu une vie très sauvage où vraiment c'est du chacun pour soi et au moindre ratage on peut y perdre la vie. Même si c'est traité de façon un peu gaguesque, il y a ça quoi, il y a ce risque de mort constant dans ce film qui est pas aussi palpitant que dans d'autres films qui traitent ça plus sérieusement, mais qui est quand même présent et qui a une certaine efficacité pour moi. Et le plus important, c'est vraiment le personnage du père qui apprend à accepter cette évolution, même en y étant réfractaire, très réfractaire au début, mais qui apprend petit à petit de façon plutôt bien faite, à l'accepter cette évolution et à vouloir le meilleur pour sa famille, en allant assez loin. Et je trouve que tout le passage autour de lui à la fin était très joli, très touchant et très ingénieux aussi. Il y a pas mal de trucs ingénieux dans cet univers très, très coloré avec toutes ces créatures en tout genre qui passent très bien. J'ai énormément apprécié ça, vraiment. Je peux pas nier qu'il y a quelques gags qui sont un petit peu moyens, mais sincèrement ça me dérange tellement très peu, vu tout ce que vous réussissez, surtout par rapport au message que vous faites passer à travers votre personnage central. J'ai beaucoup aimé ça, et pour quelqu'un qui ne suis pas fan des hommes de Cro-Magnon ou des hommes des cavernes en règle générale en tant que personnage, qu'univers de base, c'est vraiment pas mon truc. Et le fait que vous ayez réussi à m'intéresser à ce point à ce film et à ces personnages par rapport à ça, je trouve que vous avez fait un super travail. J'ai adoré ce film, pour moi c'est un des meilleurs DreamWorks. Numéro 10, Batman la relève, le retour du Joker. Le film tiré de la série Batman la relève, et je vous le dis tout de suite, je suis pas plus fan que ça de Batman la relève. Ça se regarde, mais personnellement ça vaut pas Batman la série. Je trouve qu'on n'a pas super bien géré une bonne partie des personnages de soutien. Terry,
Le nouveau Batman de Batman La Relève est sympathique, mais n'a clairement pas le même poids que Bruce Wayne. Et donc, ouais, c'est pas une série qui m'a grandement marqué, et donc un film autour de ça, c'est pas forcément la meilleure chose, la chose qui m'attirerait le plus. Et pourtant, j'ai adoré ce film. En partie parce que ça fait le lien entre les deux séries, Batman la série et Batman la relève, en montrant un petit peu ce qu'il est advenu du Joker, en ne prenant pas de gants. Oui, ça va assez loin, ça peut être assez... ça peut même être assez... ça peut vous prendre un peu au cœur, là, certains trucs qui se passent dans le passé du Joker, qui sont très forts dans la mise en scène, très, très bons. Et, et c'est pas seulement ça qui fait que j'adore ce film. C'est un gros morceau, mais ce qui fait que j'adore ce film, c'est que Terry finit vraiment par briller et par se démarquer complètement de Batman, de Bruce Wayne. Là où Terry McGinnis suivait un petit peu les ordres de Bruce Wayne en essayant de se démarquer un petit peu, mais sans jamais vraiment réussir à être particulièrement passionnant, là il arrive vraiment, dans sa confrontation avec le Joker, à vraiment se démarquer, à briller comme il n'a jamais réussi à briller dans sa série. Et je trouve ouais, que c'est une très bonne évolution du personnage, presque une conclusion du personnage de Terry McGinnis, qui passe très bien, avec un conflit qui revient du passé, qui était très prenant, très, très fort. Et ouais, pour quelqu'un qui a adoré la première série, qui a apprécié la deuxième sans plus, je trouve que vous avez très bien rendu hommage aux deux séries. Numéro 9, Détective Conan, stratégie en profondeur. Personne n'a mis ce film dans sa liste des 10 meilleurs dessins animés qui soit, j'en suis certain, il n'y a que moi. Personne l'a vu venir, j'en suis sûr, et je m'en fous, j'adore ce film. Qu'on soit bien d'accord, j'adore Détective Conan sur le principe. Je trouve que la série s'éternise beaucoup trop. Elle aurait dû... Ça vient du manga en grande partie qui lui aussi s'éternise, se rallonge beaucoup trop pour son propre bien et c'était dommage. Mais je trouve que le concept de départ amène beaucoup de bonnes choses et le principe même de chaque histoire, c'est-à-dire des enquêtes avec un mystère, quelqu'un qu'il faut dévoiler en mettant un peu d'action là-dedans et de suspense, bah, je trouve que ça passe très bien, nickel, à de nombreux moments dans la série. Et je trouve que les films, parce qu'ils ont fait une tripotée de ces trucs-là, il y en a genre 16-17 films Détective Conan, je déconne pas, une bonne tripotée de films dérivés. Bah, je trouve que de tous les films, c'est le mieux réussi, qui arrive le plus à équilibrer, c'est-à-dire humour des personnages, enquête et action suspense. Celui qui arrive le mieux à équilibrer tout ça, à bien gérer tout ça. Je pense que le bonus qui fait que je préfère celui-là aux autres, ça vient du fait que Kogoro Mori a une chance d'y briller. Et j'aime quand Kogoro Mori a une chance de briller là-dedans, c'est tellement rare. La plupart du temps, c'est juste un guignol. Et j'aime bien qu'on arrive à montrer que c'est pas juste un guignol, que c'est quelqu'un qui peut être un bon détective quand il le veut, qu'il a ses qualités lui-même. Donc c'est toujours sympathique à voir. Je trouve que la plupart des personnages ont leur occasion de se mettre en avant et je trouve qu'ils ont été bien gérés pour la plupart d'entre eux. C'était très bon. Voilà, c'était un très bon moment. J'aime beaucoup la plupart des films Détective Conan. C'est mon préféré du lot. Et dans un genre similaire, numéro 8, la disparition de Haruhi Suzumiya. Je devrais vous parler un petit peu de la série et surtout d'un arc très spécial de cette série en lien avec ça. Haruhi Suzumiya, ça repose sur une fille qui aurait le pouvoir de gérer le monde entier sans le savoir et il y a tout un tas de personnages magiques autour d'elle sans qu'elle s'en rende compte. Ça repose là-dessus, en plus d'un autre personnage qui lui n'est pas magique, qui est un peu pris là-dedans et qui est un petit peu le vrai héros. C'est pas vraiment Haruhi Suzumiya, c'est lui le vrai héros. Et il y a eu tout un arc dans la deuxième saison qu'on appelait le Endless Eight, qui, d'après son nom, repose sur 8 épisodes où il se passe quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que Haruhi Suzumiya souhaite inconsciemment que les vacances ne s'arrêtent jamais, et donc une période de vacances de plusieurs jours se passe en boucle pour tout le monde. Seulement voilà, aucun d'entre eux n'a conscience que ça se répète. Il y a juste une personne qui en a conscience, mais c'est quelqu'un de très neutre qui a tendance à ne pas participer, à laisser les choses se faire. Donc, ce qui se passe dans chacun de ces 8 épisodes, c'est que on voit à peu de choses près
exactement les mêmes événements se déroulaient, filmés un peu différemment, avec quelques petits mots qui diffèrent, mais sinon c'est exactement les mêmes choses. Exactement la même chose. Pendant 8 épisodes. J'ai dû me les taper tous les 8 parce que je pensais qu'il y avait un truc à suivre, etc. Et il n'y a rien. Ça se résout de façon tellement rapide et frustrante, décevante sur le principe. C'était, je vous raconte pas le calvaire que c'est de regarder 8 fois la même chose d'affilée en pensant qu'on va enfin avoir quelque chose de neuf. C'est horrible, c'est horrible. Je vous dis pas. Et quand on voit la résolution qui donne l'impression d'avoir été complètement expédiée parce que j'ai le sentiment qu'ils voulaient que ça dure beaucoup plus longtemps que 8 épisodes, ça. J'ai le sentiment qu'ils voulaient que ça dure jusqu'à la fin de la saison et qu'ils donnent une vraie conclusion. Et c'est pour ça que, dans un sens, je regrette un petit peu que ça n'ait pas duré plus longtemps et que... Parce que je pensais que ça allait plutôt se centrer sur... que ça allait partir vers une espèce de dénouement très particulier autour d'un personnage, d'une évolution d'un personnage très particulier qui allait enfin avoir l'occasion de se débarquer. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu des tonnes de petits indices par rapport à ça qui se répétaient à nouveau, ad nauseam dans les 8 épisodes, qui laissaient présager ça, mais non. Ça se résout de façon tellement frustrante. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu rebondi là-dessus, qu'ils sont partis sur ce qu'ils voulaient un peu faire dans ce Endless Eight, dans le film La disparition de Haruhi Suzumiya, parce que voilà, j'y viens enfin. Et ouais, c'est la disparition de Haruhi Suzumiya, c'est qu'un jour notre héros se réveille dans un monde où Haruhi Suzumiya n'a jamais été dans son école, et où donc elle n'a jamais fait sa petite ligue de personnes extraordinaires qu'elle ne sait pas, dont elle ne sait pas qu'elles sont extraordinaires. Et donc oui, ça change complètement son monde, il essaye un petit peu d'y remédier, et on finit par découvrir un petit peu la raison pour laquelle c'est le cas, énormément de choses qui sont mises en place avant. Je trouve que c'est une très bonne suite à l'histoire de Haruhi Suzumiya, ça s'inclut très bien dans la série, ça reprend les personnages sous un nouveau jour puisque on est dans une nouvelle configuration que j'ai trouvé très intéressant, notamment autour du fameux personnage sur lequel je ne vais pas m'étendre pour vous garder la surprise. Aussi parce que sur le coup je me souviens pas de son nom pour pas... Comme ça je vais pas passer pour un idiot, je me souviens pas de son nom, je vous dis pas son nom parce que voilà, je vous garde la surprise. Voilà, c'est bon, ils savent pas que j'ai oublié son nom, c'est bon, très bien. Donc ouais, ce fameux personnage part sur quelque chose de très intéressant sur lequel il voulait partir sur le Endless Eight. J'ai l'impression que c'est sur ça qu'il voulait partir et je trouve que c'est très bien fait, très intéressant, ça crée du drame autour d'elle qui est très fort. J'ai énormément aimé ce film, rien que grâce à ce personnage. Mais ça amène aussi énormément de moments très forts avec notre héros central et de passages très intéressants. Une pseudo-conclusion, parce que techniquement on pourrait faire une suite à ça, ils essayent vraiment de faire en sorte que ce soit encore ouvert à la suite, qui me plaît bien et qui montre un petit peu l'évolution de notre héros central par rapport à oui. J'ai beaucoup aimé ça, c'était très fort. Donc ouais, j'aime beaucoup la première saison de Haruhi Suzumiya, la deuxième, mais je trouve que c'était vraiment dans la lignée de la première saison, et c'était très fort. Numéro 7, Shrek 2, une de mes comédies préférées. D'ailleurs, si vous m'aviez demandé mon avis le jour de sa sortie, l'époque de sa sortie, quand j'étais un adolescent, j'aurais dit « Ah, c'est mon film animé préféré, Shrek !» ou voire mon film préféré tout court. J'ai tellement adoré l'humour, l'action, la chanson de fin ultra entraînante, etc., etc. Ce film était tellement efficace dans tout ce qu'il voulait faire passer en termes d'action et d'humour qu'à l'époque, moi, bête adolescent que j'étais, j'ai pu dire ah, c'est mon film d'animation préféré. Bon, maintenant, je me restreins un petit peu, c'est un de mes films d'animation préférés, mais il y a quand même mieux. Je pourrais redire une certaine chose par rapport à une décision que prend Shrek vers la moitié du film que j'ai trouvé très discutable. Voilà, c'était dommage, je trouve, parce que ça aurait pu être mieux amené. Mais en dehors de ça, ça reste très fun à suivre. On sent les sentiments de Shrek et Fiona l'un envers l'autre qui sont bien exploités là-dedans. L'histoire avec le roi et la reine aussi, par rapport à ça, qui sont très bien faits. La marraine fée qui est une méchante très particulière dans son genre, qui passe très bien à la fois humoristiquement et même
mais même de façon un petit peu menaçante. Je trouvais que c'était très bon. Voilà, c'est une excellente suite au premier Shrek, qui est sympathique et qui magnifie bien un petit peu ce qu'il avait mis en place avant, en étant un petit peu moins mesquin que l'a été Shrek. Oui, parce que Shrek, le premier du nom, est très mesquin envers Disney, hein, c'est très évident. Et donc, ouais, ça a réussi à faire la part des choses, c'est devenu un très bon film, un de mes DreamWorks préférés. Numéro 6, Le Jour des Corneilles. J'adore le doublage de Laurent Deutsch, j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup l'histoire autour du personnage qu'il incarne, surtout ce petit garçon qui a grandi dans la vie sauvage avec un père un petit peu taré, faut dire ce qui est, et à qui il va arriver des tonnes de trucs, il va se passer énormément de choses, il va y avoir une petite histoire d'amour, il va y avoir certaines révélations par rapport à son père, son passé, etc. etc. Et tout tournera autour de lui, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Parce que voilà, c'est juste un petit garçon, quoi, il ne sait pas exactement comment comprendre tout et que ça, de façon parfaite. Et je trouve que c'est très bien fait, on joue très bien sur les événements par rapport à son point de vue, que j'ai trouvé très bon. Il y a énormément de passages très jolis, il y a un côté magique, complètement assumé, qui honnêtement s'incorpore tout à fait correctement. Son petit lien avec une fille qu'il rencontrera en milieu de film était aussi très joli aussi. Les liens qu'il crée sont très bons et le passé autour du père de notre personnage principal est aussi assez touchant sur le principe. Si j'avais une chose à reprocher, je pense que c'est quasiment un trait commun de la plupart des films français de ce genre-là, c'est-à-dire la fin va trop vite. C'est dommage. Et ouais, bon, l'animation est pas aussi bien travaillée et fluide qu'un Disney, mais ça reste quand même tout à fait acceptable à suivre. Hein, voilà, ça me gêne pas autant que Tout en haut du monde, par exemple. Donc ouais, je pense que c'est mon film français animé préféré. Numéro 5, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, mon Don Bluth préféré. J'ai toujours ressenti qu'il y avait il y avait quelque chose qui méritait un tout petit peu dans tous les films de Don Bluth, même ceux qui me plaisaient, parce que ça essayait de, de partir sur du non Disney, du non conventionnel, un peu pour partir sur du non conventionnel, et ça allait toujours un peu au détriment de l'histoire. C'est ce que j'ai ressenti notamment dans Brisby, le secret de Nîmes, un film que j'aime bien, mais avec lequel j'ai du mal, par exemple. Il y a ce petit côté-là que je ressens, un peu comme les films Ghibli. C'est-à-dire que ouais, j'ai du mal à rentrer particulièrement dans l'histoire quand vous partez sur certains délires pour vous démarquer qui donnent l'impression que vous voulez juste vous démarquer. Voilà, c'est une impression que j'ai, qu'on soit bien d'accord. Mais le petit dinosaure, non. Voilà, ça cherche pas à faire du truc qui se démarque pour vouloir se démarquer. Ça veut raconter une histoire de façon vachement efficace autour de Petit Pied qui, qui va vivre des tonnes d'histoires horribles. C'est fait avant le Roi Lion, hein, donc voilà, hein, Simba peut aller à se rhabiller, hein, je vous le dis tout de suite. Et ouais, avec Petit Pied qui vit toutes ces histoires affreuses, à un moment très touchant que tout le monde a déjà vu, hein, qui m'a fait largement plus pleurer que certains moments du même genre chez Disney. Et tous ces compagnons qu'il rencontre, leurs aventures qu'ils vivent, c'est très prenant. C'est une aventure tellement palpitante, touchante et un peu enfantine, mais enfantine dans un très bon sens. Dans un sens qui vous donne pas l'impression que c'est puéril. Et ouais, c'est un film très efficace qui raconte sur le papier une histoire très simple, mais de façon tellement bien faite, tellement bien dessinée, tellement poignante, tellement prenante que ouais, j'adore ce film. Voilà, j'adore suivre ce film. Ils ont fait une flopée de suites, genre 16. J'ai pas vu une seule suite, une seule de ces suites, j'ai juste vu le premier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier est génial. Numéro 4, Tokyo Godfather. Ça, c'est une histoire tellement prenante sur ces trois sans-abri qui tombent sur un bébé et qui vont essayer de faire tout en leur pouvoir pour retrouver à qui il appartient, pour l'aider, etc. Et toutes ces aventures folles qui leur tombent dessus. Ils ont tous les trois des personnalités très distinctes, hautes en couleurs, qui les démarquent vraiment très bien. Et
je suis pris sur mon siège du début à la fin. Je ne peux pas m'empêcher. C'est le genre de film, quand tu vois, tu les regardes, je peux rien dire. Ce qui est montré, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est un peu ça. Je suis tellement pris par ces personnages, tellement pris par ces événements qui sont peut-être un petit peu foufou, un peu trop foufou par moment, mais ça arrive pas vraiment à me déranger parce que c'est amené de façon tellement bien faite. Ces personnages principaux qui arrivent à la fois à être drôles et touchants, de façon très bien équilibrée à nouveau, sont le cœur du film, le portent à merveille. Je suis tellement pris par cette ambiance très particulière, un peu sale, parce que voilà, on ne suit pas des héros qui vivent dans le luxe ou qui essayent de trouver quelque chose qui leur va mieux ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des mecs qui vivent dans les rues et qui doivent s'y suffire et à qui il leur arrive toutes ces crasses en voulant faire quelque chose de bien. Ce sont des héros improbables, mais qui sont tellement réussis que je peux pas m'empêcher de les trouver ultra attachants. Et je pense que je suis pas le seul, c'est un film qu'énormément de gens adorent. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est un excellent film. Numéro 3, Batman et Red Hood sous le masque rouge. Encore un film Batman, je sais pas si vous avez remarqué, mais Batman c'est mon héros préféré. Je suis très original. Et je pense que c'est mon film Batman préféré, tout confondu. Même les films de Nolan que j'adore, je pense que je leur préfère un peu ce film-là. Parce que ça dépeint un pan de la vie de Batman qu'on n'a pas souvent mis en avant dans les films Batman, ou ni même les séries. Même la série animée Batman, à aucun moment on reprend l'histoire de Jason Todd, hein, un des nombreux Robin à avoir existé. Il a existé genre 5 ou 6 fastoches de Robin. Voilà, c'est une histoire très, très tragique, très crue, très gore sur le principe. Et reprendre cette histoire-là, c'est un peu osé. Faut dire ce qui est. Et je trouve qu'ils le reprennent de façon tellement efficace, tellement forte. Ce qui est arrivé à Jason Todd et comment ça affecte Batman, c'est tellement prenant. Ça appuie tellement les choses que doit sacrifier Batman dans sa quête et le drame qui lui survient. C'est un des plus grands drames à lui être survenu, ça. Et, euh, c'est fait avec une telle justesse dans les émotions, dans la mise en scène. Et, et tout ce qui arrive avec ce nouveau méchant, Red Hood, et le lien que ça a avec le passé de Batman, c'était tellement bien fichu que ouais, ça m'a vraiment ému. Le plan de fin, avec le plan de fin qui laisse montrer tout l'espoir que ça a amené cette situation de départ avec Jason Todd et ce qu'on a montré dans le film, la façon dont ça a terminé, le contraste que ça fait est tellement fort et puissant que je peux pas m'empêcher de tirer une larme, de verser une larme à ce moment-là. C'est fort à ce point-là. Le Joker là-dedans est très fun. Il a à la fois son côté menaçant et violent, mais il a aussi son côté drôle. Et ils font bien l'équilibre entre les deux, contrairement au Joker dans The Dark Knight que j'aime bien, mais qui est juste menaçant, qui a rien de drôle. Désolé, il a rien de drôle celui-là. Il y a 3 moments où il fait un peu sourire, mais c'est tout. Voilà, là ils font bien l'équilibre entre son côté drôle et menaçant qui passe très bien. Et ouais, très bon personnage, très bonne analyse de la psyché de Batman par rapport à un élément super tragique qui lui est arrivé. Très très efficace, j'adore ce film. Numéro 2, le géant de fer, Superman. Cette scène, hein, le lien qui se crée entre ce garçon très classique sur le principe, c'est l'enfant turbulent qui veut s'amuser, qui est pas un mauvais bourg un tant soit peu, mais qui a ce côté très gamin, qui passe très bien avec l'histoire que vous créez. Tous ces moments drôles et ces moments tragiques qui se mélangent bien et cette action qui se crée au fur et à mesure. C'est tellement bien fichu. J'adore le méchant sur le principe parce que c'est clairement pas un espèce de méchant qu'on voit venir souvent.
C'est un peu une sale merde en fait, hein. Le méchant principal, c'est une sale merde qui tient à avoir raison et qui au début n'apparaît même pas comme être quelqu'un de particulièrement malfaisant. Je trouve qu'il est tellement bien réussi le méchant de ce film. Et, euh, et bien entendu, le cœur du film, c'est clairement le lien entre le garçon et le géant de fer, comme je l'ai déjà dit. Géant de fer très, très intéressant sur le principe. Son évolution par rapport à sa relation avec le petit garçon, jusqu'au moment de toute fin qui est... qui est super déchirant, et ben, je peux pas nier que c'est une des meilleures relations que j'ai vues en dessin animé, hein. Vraiment, un très bon moment, d'excellents personnages, même les personnages de soutien, la mère, le type de la casse, très très marrant, très sympathique aussi. Tous les personnages sont bien fichus là-dedans. L'histoire est tellement bien sentie, tellement bien faite. Je suis très pris là-dedans. C'est un film considéré comme classique maintenant et pour de très bonnes raisons. Et mon film non animé Disney préféré est Kung Fu Panda. Mon DreamWorks préféré, mon troisième film animé préféré devant La Planète au Trésor et Toy Story 3. J'aime tellement ce film par rapport à son message comme quoi tout peut venir de n'importe qui, tout peut venir de n'importe qui. C'est très ratatouille sur le principe, c'est-à-dire que oui, l'apparence n'est pas ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous permet de vous épanouir. Et c'est illustré avec une histoire très bien faite qui reprend le côté médiéval asiatique, très bien fichu dans le style. Sincèrement, graphiquement, en termes d'animation, c'est l'un des films les plus somptueux que j'ai pu voir. Rien que par rapport au décor, à l'ambiance qu'il crée, et les scènes d'action qui sont sublimes. Oui, on dit que l'action dans Dragon est géniale. Pour moi, dans Kung Fu Panda, elle a jamais été aussi sublime. Même dans les suites, hein, même dans les suites, je pense qu'en termes d'animation, ils ont réussi à mieux faire, mais dans ce film-là, ils prennent vraiment la peine de mettre en place leur combat et de les faire durer assez longtemps pour qu'on soit vraiment pris dedans. Il n'y a pas des masses de combats quand on y pense, il y en a 4. Ouais, il y en a 4 combats vraiment dans ce film, mais les 4 prennent vraiment la peine d'être instaurés, de s'étendre un certain temps et d'avoir une grande signification. Bon, pas tous les 4, hein, ils n'ont pas tous les 4 une grande signification, mais il y en a 2 ennemis qui ont une grande signification très forte, avec des tons très différents qui collent à nos personnages qui sont très bons. Sérieusement, Po. Au début, surtout avec un titre comme ça, tu dis Kung Fu Panda, un panda qui fait une Kung Fu, c'est complètement con comme principe. Et ben tu vois ça, tu dis ce personnage, au premier abord, qui a l'air d'être une espèce de gros lourdeau, pas seulement physiquement, mais dans sa tête, arrive à être beaucoup plus profond que ça, arrive à avoir une crise existentielle très intéressante, très bien fichue là-dedans, qui rendent... il le rend très intéressant en tant que personnage central, mais pour moi, le plus intéressant, quand même, le personnage les plus intéressants, c'est Shifu et Shenlong. Hein, le maître Shifu et le grand méchant, qui ont un passé très fort, très dramatique, très prenant, très poignant entre eux, qui font vraiment le cœur de l'avant-dernier combat, qui pour moi est le combat le plus palpitant, le plus prenant, qui vous prend le plus aux tripes de ce film, parce que d'un côté il y a de très bons mouvements, très vifs, très violents. Il n'y a pas d'effusion de sang à nouveau, mais c'est très violent quand même. Et à nouveau, il y a une grande signification sentimentale entre ces deux-là qui est très forte. Et c'est parfaitement complété par la crise existentielle de peau de notre héros qui vient s'immiscer là-dedans, qui de façon très intelligente. J'aime énormément ça. Le symbolisme de certaines choses est plutôt bien fichu. Je pourrais reprocher peut-être certaines petites choses, certains éléments qui vont trop vite, un montage un peu facile, et peut-être même certaines prophéties auto-alimentées, mais que ce coup-ci,
Je pourrais pardonner parce que pour moi ça a une signification réelle et je pense que ça a été voulu pour une certaine raison. Mais à nouveau là ce serait faire une espèce de théorie moi-même sur ce film qui a sans doute déjà été faite par quelqu'un et c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais ouais, à part quelques micro-détails, j'adore ce film. L'humour est très bien fichu, s'incorpore quand il a besoin d'être incorporé. Et je suis tellement pris par l'humour, le côté très fort, tragique de ce film, l'évolution de nos personnages, le passé très poignant entre certains d'entre eux. L'action qui est prenante, excellemment fichue. Que j'adore ce film, je ne peux pas le placer autrement qu'ici. Mon film animé préféré, non Disney. Il y a des gens qui préféreront Kung Fu Panda 2. Je trouve qu'il y a certains défauts en plus qui le rendent un petit peu moins puissant que ce film-là. Alors que, à sa base, Kung Fu Panda 2 avait le potentiel d'être encore meilleur que Kung Fu Panda 1, mais dans son exécution, je trouve, qui se plante un tout petit peu par rapport à Kung Fu Panda 1, ce qui fait que je ne peux pas l'apprécier autant. Mais je trouve que ça reste une très bonne suite qui mérite d'être vue. Kung Fu Panda 3, c'est encore moins bon, mais ça reste bien. En fait, cette trilogie me fait l'effet inverse de Toy Story. Vous savez, Toy Story où ça commence bien sans plus, puis ça devient de plus en plus génial pour finir par être excellent. Bah là, c'est le contraire, ça commence excellent et ça devient de moins en moins bien pour tomber sur bien sans plus. C'est un peu plus frustrant que Toy Story, vous voyez, c'est ça le truc. Cela n'empêche que ça reste une bonne trilogie et qui commence sur les chapeaux de roue, qui continue un peu moins bien, mais ouais, ce que j'apprécie quand même, et Kung Fu Panda 1, c'est l'apothéose. Le meilleur film DreamWorks, pour moi, et un des plus grands films animés qui soit. Voilà, c'était ma liste personnelle, je le rappelle. N'hésitez pas à faire part de la vôtre dans les commentaires, je suis très curieux de savoir quel genre de film vous plaise. Hors Disney à nouveau, hein, essayez de suivre un petit peu les règles. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos. À très bientôt, bye!